On va pouvoir démarrer, même si je sais qu'il va y avoir encore des retardataires, certains qui ont prévenu, mais qui viendront un peu plus tard. Merci à vous tous et toutes d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour le lancement mondial à la Carline du nouveau roman de Pierre Liotagui, qu'on ne présente plus. C'est son deuxième roman. Il avait publié celui-ci en 2014 déjà, ça date, hein. Et entre-temps, avant, après, il a publié évidemment plein de livres que vous connaissez, d'ethnobotanique et son dernier essai était plutôt philosophique, la surexplication du monde. Et il est revenu donc cette année, enfin l'année dernière, au roman. Et on va en parler ensemble ce soir. Merci Pierre pour ta présence. Nous sommes très honorés. Merci de m'accueillir. Alors on va démarrer très, très abruptement pour rentrer dans le roman. Je ne peux pas parler plus fort. Hein. J'ai une voix un peu sourde. Ça va? Tout le monde m'entend? Je vais dire un mot sur le Capitelli. Tu veux le faire maintenant? Non, plus tard. Quand tu veux. Je disais, on va rentrer très, très directement dans le roman, puisque en fait c'est un roman qui commence très directement. Il n'y a pas de contextualisation. C'est un roman de légère anticipation, même s'il n'y a pas de date. On ne sait pas exactement quand ça se passe, mais on voit bien qu'on est à peu près au XXIe siècle et pas très loin de nous, mais un peu en avant. Ça se passe comme ça, une nuit pendant le mois d'août, les eaux montent, d'où le titre, la montée des eaux. Les eaux de toute la Terre ont monté jusqu'à peu près 800 mètres d'altitude. Et donc ça se passe dans un petit village qui n'est pas non plus vraiment situé géographiquement, peut-être dans le Queyras, pas loin en tout cas, dans ces coins-là, et qui donc est juste au-dessus de la limite des eaux. Et donc ça démarre comme ça. Un matin, les gens se réveillent et l'eau est là. On n'expliquera pas ce qui s'est passé, on ne le saura pas. Et le roman se passe sur une très courte période en fait, sur quelques mois. 3 mois. De mois d'août au mois de début novembre. Oui. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que je me suis dit, en fait, on a un narrateur principal qui est, je pense, assez jeune, même si tu ne définis pas son âge. Entre 30 et 40, on va dire peut-être. Il s'appelle Noé, un nom prédestiné pour narrer ce qu'il appelle le deuxième déluge. Et puis, il est le narrateur principal, mais après, au bout d'un moment, il y aura une deuxième narratrice, Marie. Et je voulais vous faire le pitch du livre, comme on dit maintenant, parce que, en fait, Marie, vers le milieu du roman, le fait après coup, en disant comme ça: « Je te propose un sujet vendeur. La mer monte de 800 mètres en une nuit, un village isolé par les eaux se retrousse les manches au lieu de s'abandonner au désespoir et entreprend la construction difficile d'une nouvelle relation avec la terre et entre les gens. » Et en fait, c'est ça qu'on va suivre pendant tout le roman. Donc, évidemment, ma question première, c'est d'où t'es venue cette idée de faire un roman d'anticipation que tu ne sais pas une lecture que tu fais tellement, si je ne me trompe pas. En fait, il y a pas mal d'années que j'avais en tête cette histoire d'eau qui monte. Et puis, vous savez tous que l'actualité ne cesse de le répéter, que l'eau monte, mais elle monte à une allure beaucoup plus restreinte que celle qui intéresse mon livre. Et puis, il s'avère que quand j'ai commencé ce livre, c'est-à-dire en 2021, je traversais une phase un peu basse, et peut-être que ça entraînait l'idée aussi de reprendre ce thème et d'en faire un peu un écho de ce que je traversais moi-même. Et puis, la noirceur de la tâche a contribué à me faire descendre encore, au point que j'ai arrêté d'écrire parce que ça m'affectait trop. Et
et grâce à une amie du pays qui n'est pas là, mais qui va peut-être passer tout à l'heure, qui a su trouver les mots, très peu de mots, je ne sais plus lesquels, mais c'était les mots justes pour me montrer la distance qui pouvait exister entre le réel et la fiction. Et j'ai donc repris cette histoire, et à ce moment-là, elle est sortie de la noirceur où elle était, pour gagner davantage de clarté, peut-être pas le mot, mais en tout cas plus de confiance. Après, c'est un roman qui s'est écrit très vite, et je suis revenu énormément sur ce texte, au point qu'il m'est impossible d'en dire quoi que ce soit maintenant, grâce à Mario. Grâce à Mario. Bon, merci d'être venu. Mais je suis incapable vraiment, si ce n'est que la dernière fois que je l'ai lu, c'était les dernières corrections il y a 2 mois et demi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine cohérence, mais c'est la seule chose que je puisse dire. Oh, je pense qu'on peut en dire d'autres. On va essayer d'en dire d'autres. Alors, je disais que ça commence sans explication aucune, sans préparation du lecteur. Dans ce sens-là, ça m'a fait penser à 2 livres. L'un de Margaret Atwood, qui est une écrivaine anglophone canadienne qui écrit beaucoup d'anticipation et qui a écrit un livre, une trilogie qui commence avec Le Dernier Homme et qui démarre comme ça, sans qu'on comprenne quoi que ce soit, juste on voit un type dans un arbre et puis il se passe des choses très bizarres, rien n'est expliqué. C'est beaucoup plus noir que ton livre. Et un autre, toute proportion gardée, parce qu'il est aussi beaucoup, beaucoup plus noir, mais que je crois que tu as lu, c'est Ilsenrath, La Nuit. Ilsenrath, c'est un auteur allemand d'origine qui est mort maintenant, et qui raconte le ghetto dans lequel il a été enfermé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pareil, ça démarre comme ça un jour, et ça s'arrête un autre jour, et jamais on n'explique pourquoi ces gens sont enfermés. On sait que c'est la Deuxième Guerre et le nazisme, mais en fait, ça n'est jamais expliqué. Et là, c'est la même impression que j'ai eue au départ de ton livre, et je trouve que ça a une force beaucoup plus grande que si tu préparais le lecteur à ce qui va se passer. Mais en revanche, et c'est pour ça que tu as peut-être choisi ce mot de contre-dystopie, parce que c'est beaucoup moins sombre ce qui se passe après. J'avais lu, avant de me mettre à ce livre, à ce texte, j'avais lu un livre publié par Actes Sud aussi, d'ailleurs, qui s'appelle La constellation du chien. J'avoue que je n'en ai pas le nom d'auteur en tête. Peter Heller. Peter Heller, c'est ça. Et en fait l'un de mes personnages évoque ce bouquin. Oui. J'ai lu, c'était une dystopie comme on sait faire outre-Atlantique, comme on fait aussi d'ailleurs en Europe, où sans même qu'on sache pourquoi les gens tout d'un coup s'avèrent d'une violence effrayante et s'entretuent, même s'il n'y a pas forcément de raison de s'entretuer. Et bon, c'est même pas la peine de résumer. Si tu veux lire le passage, tu peux. Non, c'est pas la peine. J'ai lu ce livre, j'étais assez fasciné parce que c'est plutôt un livre plutôt bien fait, mais l'idée c'est un livre qui a eu de nouveau une grande audience il y a 2 ans avec le Covid. Le thème, c'est que l'humanité est décimée, enfin plus que décimée, puisqu'il y a 9/10 de l'humanité sont tués par une grippe qui sévit partout dans le monde entier. Donc il y a presque plus personne sur la Terre. Toutes les réserves, les supermarchés sont pleins, les magasins sont pleins. Ça se passe aux États-Unis, en plus, c'est encore plus plein qu'ici. Et en dépit de cet accès possible à la nourriture, etc., aux médicaments, les gens s'entretuent, on ne sait pas pourquoi. Tout celui qui approche est un ennemi, y compris les enfants. Et le narrateur vit dans une espèce, sur les bords d'un aérodrome où il a un petit avion, un petit Cessna. Et il vit en compagnie d'un ancien commando des Marines américains,
qui est surarmé, qui est un bazooka, enfin, c'est effrayant. Et ce commando tire sur tout ce qui bouge. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y a pas aucune tentative de partage, de pensée. C'est impossible d'inventer une autre façon de communiquer avec les autres. Et je dois dire que aussi dans cette réflexion, au regard de ce bouquin, ce qui s'était passé à Forcalquier au moment des élections municipales, avec la création de la liste de Forcalquier en commun, ça m'a aussi quelque peu ébranlé, même si j'étais plutôt de leur parti auparavant. Cette idée que j'ai écoutée à plusieurs reprises, même si je suis manarin, que je ne votais pas à Forcalquier, j'ai écouté à plusieurs reprises il y avait des rencontres, etc., où des gens parlaient. Et j'étais vraiment fasciné par cette nouvelle pensée du monde et de la relation. Après que le vieux monde ait gagné une nouvelle fois, etc., c'est presque contingent, parce qu'on sait que pour que le monde dure, il faut que cette pensée d'un autre monde l'emporte. Voilà, donc j'ai été assez marqué par ça, et je pense que ça c'est intervenu dans mon envie de faire autre chose que du désastre. Oui, et d'ailleurs, du coup, ça se passe dans un petit village, plus petit que Forcalquier, mais où justement, juste avant, pardon, la catastrophe de la montée des eaux, quelques mois avant, avait été élue une liste citoyenne, et aussitôt que la catastrophe arrive, l'équipe en place, qui est une toute petite équipe, hein, prend les choses en main d'une manière très positive et collective. C'est-à-dire pour éviter justement que les gens s'entretuent pour le peu de ressources qui restent, parce que pour le coup là, vu que tout ce qui est en dessous de 800 mètres a été noyé sous les eaux, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus Internet, il n'y a plus d'import-export, il n'y a plus... Voilà, on doit repenser plein de choses. Et alors, je vais vous lire juste un petit passage qui résume très bien ce que tu viens d'expliquer. On est ramené aux fondamentaux sur tous les plans. On a oublié en 15 jours le principe du moi d'abord, pourtant à l'œuvre depuis des lustres plus ou moins déguisés en propositions politiques. Et l'on se retrouve confronté à ce principe même. Et donc là, le mot de contre-dystopie prend toute sa force, parce qu'effectivement, ils vont s'organiser tous pour disons, survivre dans un premier temps à la catastrophe et se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est très beau, parce que on pourrait imaginer que tout le monde déprime, ils ont tous perdu plein de gens proches, tout le monde est très malheureux, et donc, malgré tout ça, ils décident de former groupe et effectivement, cette idée de départ de plonger tout le monde dans une catastrophe très brutale, sans préparation, ce qui est le contraire de ce qu'on appellerait la transition écologique, qu'on essaye désespérément les uns ou les autres de faire advenir, c'est que là, il n'y a pas le temps de s'organiser. C'est de suite qu'il faut le faire, quoi. Et alors, je voudrais quand même te faire venir à un autre sujet qui est forcément lié dans cette vision un peu optimiste que tu as finalement de ce qui se passe après une catastrophe, tout ce qui pourrait se passer après une telle catastrophe. C'est sur les pouvoirs de la littérature, de l'écriture, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ce Noé, sans même y réfléchir, dès le premier jour, il commence à tenir la chronique de ces événements. Et ça l'aide, en fait, de mettre des mots, même s'il a du mal parfois à les trouver, ça l'aide à réaliser ce qui se passe et à le mettre en action. Et donc, pareil, j'ai plusieurs petits passages à vous proposer là-dessus, et puis j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Au tout début, pleurer pour un verre de rouge m'a fait voir la fragilité de très près. Les gens qui me connaissent disent que je suis hypersensible, mais aussi hyper résilient. Tiens, revoilà ce mot de merde qui sert à détourner toute compassion. Beaucoup vont craquer, c'est sûr. Là, j'ai pris une feuille pour écrire. À midi, j'ai pleuré parce que je voulais finir le vin rouge et je me suis dit que c'était peut-être la dernière fois que j'aurais ce goût dans la bouche, alors je partagerai avec l'un d'entre vous.
Ce que je voulais expliquer, c'est d'abord le sentiment que tout est devenu absurde, qu'il n'y a aucun avenir, chaque chose banale se fait terriblement difficile. Vous savez tous de quoi je parle, etc. Et donc, c'est comme une espèce de réflexe qu'il a, c'est de aussitôt prendre une feuille de papier et commencer à écrire. Et à un autre endroit, je l'ai marqué là. La première des thérapies serait de faire écrire à chacun son histoire. Pas mal ça, sur les pouvoirs du récit et de la littérature en général. Bon, celui qui parle est quelque peu un intello. Euh, bon, Te ressemble-t-il? un intello qui s'est converti, comme se convertissent pas mal de gens ici dans le pays, dans la production et la vente des plantes médicinales. Donc, ne cherchez pas à qui ça peut éventuellement, à qui ça peut suggérer. Mais un des reproches qui a été fait à ce livre par des gens qui l'ont lu sur manuscrit, c'était qu'il était trop gentil. Mm. Et on m'a même dit des choses pas gentilles du tout à propos de ça. Et on a accusé aussi de faire dans l'utopie. Il y a un moment donné, je ne sais pas où, dans le livre, le narrateur dit que il y a eu cette histoire. Alors le village s'appelle les Serres. Et la liste qui s'est présentée aux élections se nommait les Serres en commun. Et le narrateur dit, voilà, les serres en commun, c'est où on applique ce programme, où on meurt. C'est aussi simple que ça, et c'est aussi court que ça. Et donc mes personnages, ils sont dans cette situation où c'est soit le partage, soit la prise en compte que il ne s'agit pas en plus de considérer que l'ensemble vaut plus que la personne. Parce que les personnes sont toutes singulières. J'avais même failli à une époque, parce que l'éditeur n'a pas voulu, introduire un index des personnages. Donc, il y en a beaucoup. Et j'espère que ça ne nuit pas, comme dans les romans russes. Vous savez, on oublie toujours le nom des personnages. Bon, j'avais pensé en faire un index, mais il s'avère que c'est sans doute pas nécessaire. Mais justement, la question qui se pose, c'est, contrairement aux politiques classiques qui considèrent les ensembles de gens et qui considèrent que ce qui est bon pour l'ensemble vaut plus ou moins pour les personnes, c'est vraiment l'inverse qui se passe. C'est-à-dire ce sont des personnes qui parlent, la nécessité de prêter l'oreille à ce que peut dire chacune de ces personnes dans ce village, qui au départ a peut-être 130, 120 personnes, et qui s'est trouvé tout d'un coup en nombre exceptionnel parce que un certain nombre de randonneurs, de gens comme ça, sont trouvés bloqués par la montée des eaux, justement. Et donc, ils essaient de jouer sur cette situation qui est quasiment ingérable dans nos sociétés, c'est que la personne apporte autant que l'ensemble. Et donc là, il y a aussi à un moment donné la volonté de collecter des informations et de demander aux gens de s'exprimer eux-mêmes, c'est-à-dire que le livre est fait en partie de témoignages de gens qui parlent en leur propre nom. Après, que ce soit trop gentil, je l'assume complètement. C'est-à-dire que la plupart des romans sont des romans terribles, la plupart des films qu'on peut voir sont des films terribles, destructeurs, qui ne permettent aucune espérance. Même si l'espérance est encore un mot trop fort par rapport à ce qui se passe pour ces gens, ils ne sont pas dans l'espérance. Ils sont dans une sorte de confiance qui fait qu'ils pensent qu'ils pourront passer l'hiver. Voilà, ils pensent que ce qu'ils vont réussir à accomplir ensemble permettra un passage de l'hiver. Mais l'espérance est un mot trop fort. L'espérance, c'est souvent quelque chose qu'on remet aux autres aussi. Et donc, s'il y a cette volonté de ne pas faire violence, même s'il y a de la violence dans ce livre, en plusieurs passages, ce n'est pas la violence qui prime, mais ce n'est pas la violence, le fait de violence qui va l'emporter, c'est plutôt la réflexion sur comment faire sans la violence. Voilà, donc je revendique complètement le fait que ce soit un livre gentil. Oui, même s'il y a effectivement quelques péripéties. Alors, je ne veux pas vous raconter
ce qui se passe, parce que en dehors du point de départ, il y a plein de moments où il se passe des choses, où il y a des gens qui arrivent, où il y a des gens qui sont plus ou moins gentils dans ceux qui arrivent, et voilà. Mais la, la base de la chose, c'est quand même que ces gens se mettent ensemble pour agir et essayer de le faire de manière plutôt positive. Et je voulais aussi te faire venir au style, parce que par rapport au précédent roman, le style est assez différent. Elio, c'était un style plus littéraire, plus poétique, d'ailleurs aussi avec des réflexions sur la poésie qui t'entraînaient dans une écriture plus, comment on peut dire ça, Écoute, je vais résumer à ta place. Pour moi, Elio, c'est un roman assez niais. Oh, Euh, alors c'est pas ça que j'allais dire du tout, sont, mais ce sont les, comment dire, les affres d'un ado qui c'est le fameux passage des ados. Et en plus, Elio, ça devait avoir une suite. Et puis pour finir, il n'y a pas eu de suite. Et puis j'ai aucune envie de l'écrire. Et l'autre est beaucoup plus, celui-ci est beaucoup plus froid, on va dire. C'est une chronique. et oui, c'est ça, tu as choisi la chronique au jour le jour. Donc, Ce sont des pages écrites par quelqu'un qui d'ailleurs s'interroge sur la possibilité d'avoir du papier. Parce qu'ils n'ont pas de papier. À un moment donné, il pense qu'il a un annuaire téléphonique imprimé d'une façon assez pâle qui permettra peut-être de surimposer quelque chose d'écrit à la main. Donc c'est vrai que cette écriture est une forme de salut. Enfin, c'est pas un salut, c'est une béquille. oui, c'est ça. Je suis bien Oui, placé oui, pour parler des oui, béquilles. Et c'est un recours qui. Ce genre de société a besoin comment dire, d'une forme de regard sur elle-même, parce que ce qu'ils vivent, ça ne s'est jamais passé dans le monde, sauf au premier déluge. Au premier déluge, toute la population terrestre a disparu. Il reste Noé et l'épouse dont on ne parle pas. D'ailleurs, on ne parle jamais de l'épouse de Noé. Ils ont quelques fils qui se moquent de Noé quand il s'est un peu peinté après avoir. La seule plante que Noé transporte sur l'arche, c'est la vigne. oui, c'est vrai. Toutes les plantes sont mortes sur Terre, il y a aussi probablement beaucoup d'animaux quand même, mais quand l'arche se pose sur le mont Ararat, la première chose qu'il fait en sortant de l'arche, en descendant de la terre, c'est de planter de la vigne. Et après, il s'enivre, etc. Vous connaissez la suite. Mais il n'y a pas d'attente, il n'y a plus de gens, donc c'est facile de tout recommencer, parce qu'il n'y a plus qu'un couple primordial, ce qu'on appelle la seconde Genèse. C'est là d'ailleurs que l'Éternel, quand il s'adresse à Noé, il lui dit, et ça c'est intéressant pour la suite des événements, il lui dit, soyez l'effroi de tout ce qui vit sur la terre et dans les eaux. Donc c'est une consigne qu'on a parfaitement appliquée. Et en fait, cette chronique, elle se tient d'abord à une voix, et puis peu à peu, enfin assez vite quand même, il y a une deuxième voix qui s'y Alors, oui, rajoute. alors, il y a eu un stratagème. Il se trouve que Noé est parti cueillir de l'alchimie à haute altitude. Et puis il a glissé sur un rocher. Il s'est foulé le pouce de la main droite. Donc il ne peut plus écrire. Entre-temps, il a recueilli une femme qui vivait, qui était perdue dans un hameau complètement noyé. Il n'y avait que le dernier étage qui dépassait. Elle est chez lui, et puis cette femme, elle est médecin. C'est une médecin qui n'a pas encore pratiquement pas pratiqué. Elle sort de la fac, et elle se retrouve avec tout son savoir, tout ce qu'elle a appris, toutes les techniques qu'elle a appris à manipuler, etc. Elle se retrouve avec son savoir, sans les moyens d'appliquer son savoir. Et elle vit chez un herboriste. Donc voilà, il se passe des choses curieuses aussi sur ce que c'est que sur la transmission, le réapprentissage, etc. Et donc il se trouve que cette femme qui vit chez lui voit que Noé ne peut plus écrire, et on écrit à la main, on n'écrit pas avec les autres doigts sur Internet, et donc elle prend la relève. Et c'est une façon, alors après ils vont communiquer par journal interposé et finir par décider une sorte de carte du tendre, même sans papier, et puis pour finir se rencontrer à travers cet échange indirect. Et après, ils font aussi appel à d'autres voix, puisque, comme tu disais tout à l'heure, ils demandent à certaines personnes, le plus possible, mais ils commencent par une, puis deux, puis trois, de raconter leur histoire et
dire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils peuvent faire. Et donc, il y a le côté aussi collectif qui revient. Et le but de cette chronique n'est pas de faire œuvre littéraire, clairement pas. C'est pas le but Pas du tout. qu'ils ont. C'est plutôt d'archiver Oui, une oui, expérience, en oui. fait, pour le cas où ils pourraient survivre et que la vie reprenne et que d'autres, un jour, lisent. C'est de concilier la tentative d'imaginer un autre monde Ouais. qui de toute façon ne peut pas être comme le monde antérieur. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait que tu as choisi ce style qui est plus parlé, plus simple, avec pas mal de moments où tu démarres une liste, etc. On sent aussi une espèce d'urgence, hein. Ils n'ont pas beaucoup de temps, il faut qu'ils fassent plein d'autres choses que d'écrire. Donc, et puis, il y a un usage que j'ai remarqué qui revient beaucoup, c'est beaucoup de parenthèses. Et j'ai remarqué que les parenthèses, elles ont diverses fonctions par moment. La première est de me dissimuler moi-même. Deux. De me dissimuler moi-même. Ah, bah oui. Mais il y en a certains par moment où on a l'impression que c'est comme une espèce de pas de côté que tu fais ou un regard enfin, c'est pas toi, du coup, c'est Noé, pardon. Oui. Noé écrit la chronique et puis par moment, dans des parenthèses avec beaucoup de points d'interrogation aussi, il se demande si c'est juste ce qu'il vient de dire ou. Ouais. Donc on sent quand même que, je sais pas, si c'est une hésitation. Parfois, c'est des précisions aussi. Je ne sais pas pourquoi Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as utilisé autant les parenthèses dans ce livre? Je pense que déjà, il y a la limite imposée par la forme, c'est-à-dire quand il écrit un journal, on peut pas en faire des pages et des pages, surtout quand on est requis toute la journée par des tâches immédiates. Donc, il écrit ce qu'il peut, il écrit même excessivement par rapport à la disponibilité qu'il a. Et puis, il y a les problèmes de lumière aussi, parce que la journée se termine relativement tard, il n'y a plus d'électricité. Il y a des problèmes, comment s'éclairer quand il n'y a plus d'électricité, alors que les gens n'ont pour rien. Donc, on sait fabriquer des lampes à huile avec des boîtes de sardines rouillées qu'on trouve dans les buissons, mais on ne sait pas fabriquer l'huile qui va faire la lume qui va monter dans la mèche. Donc il y a plein de choses comme ça. Alors il se peut très bien, c'est toi qui le remarques, que les parenthèses servent justement à concentrer des interrogations Oui, plus oui. plus Ouais. qu'à préciser quoi que ce soit. Ben, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des multiples parenthèses qui n'ont pas toujours la même fonction. Là, par exemple, j'en ai remarqué une où il dit: le troc redevient le mode naturel d'échange des biens. On ne pense même plus à un usage quelconque de la monnaie. Entre parenthèses, faire des objets avec le métal des pièces. Voilà. À l'occasion de ce qu'il raconte, il se pose une question tout d'un coup. Et hop, Mais entre parenthèses, comme s'il fallait pas la perdre, il consigne tout ce qui lui vient pour pas l'oublier. c'est-à-dire, on est tous dans la facilité d'accès à la lumière, je sais pas, quand on pense au papier toilette, par exemple. Il y a plusieurs passages Oui. qui parlent des papiers toilettes, parce qu'on sait que lorsqu'il y a des problèmes de pandémie, par exemple, de catastrophes internationales, les gens se ruent sur les rouleaux de papier toilette. Donc la première chose qui disparaît dans le supermarché, c'est ça. Alors qu'en 68, je me rappelle, je ne sais pas si tu t'en souviens, à Forcalquier, j'ai vu des gens acheter 30 pains, par exemple. C'est-à-dire, il y a des gens qui, à Forcalquier qui ont rempli leur baignoire d'essence. Ce qui Ah était oui. quand même risqué. C'est vrai. Et donc là, c'est vrai qu'il y a constamment des questions sur comment on fait pour pour se substituer quelque chose d'aussi valable que possible à toutes les techniques et technologies qui ont disparu. J'ai un autre exemple là. On est encore beaucoup trop dans le sillage du monde disparu. Entre parenthèses, toujours la métaphore aquatique. Là, c'est lui qui se moque un peu de lui-même, parce qu'il y a plusieurs endroits où il fait des métaphores aquatiques, et malheureusement, elles ne sont pas forcément... où là, la masse des problèmes à résoudre dans les 2 mois qui viennent décourage de seulement y penser, entre parenthèses, déjà dit. Parenthèse. Déjà dit. Et j'ai vraiment l'impression, je trouve que ça donne une touche de légèreté, presque d'humour, parce que
on a l'impression qu'il se moque de lui-même par moments, Il à ne peut plusieurs que, moments. il ne peut que se moquer de lui-même parce qu'il sait qu'il parle d'une façon comment dire, oui, c'est un intello. C'est un intello, donc il s'exprime sur un mode pas forcément simple. Voilà la personne qui m'a permis d'écrire le livre. Je voulais être discrète, c'est raté. Alors, je voulais t'interroger aussi sur un autre aspect qui me paraît intéressant, c'est que tu cites beaucoup de noms de lieux. Est-ce qu'ils sont inventés? J'ai l'impression que la plupart sont inventés, mais ils sont très proches de noms qu'on connaît. Ils sont tous inventés. Voilà. Tous inventés, mais bon, il y a une ville, enfin une petite ville qui est à peu près de la taille de Fort-Calais qui s'appelle Méolade. Mais voilà. Méolade, ça a à voir avec Méolan dans les Hautes-Alpes. Voilà. Il y a aussi Chorgues, qui nous fait penser à Chorges. Enfin, il y en a plusieurs. Oui, ça, c'est exactement, c'est un dérivé de Chorges. Voilà. Et puis, il n'y a pas que des noms de lieux, il y a des noms de plantes, évidemment, puisque le Noé est un herboriste, donc il va... C'est ça, c'est ce qu'il apporte à la communauté, c'est son savoir en herboristerie. Et il forme des jeunes et il les emmène à la cueillette. Et il y a des noms d'outils, il y a des noms de métiers. Est-ce que c'était une volonté d'ancrer ça dans le concret, Je pense que ça, de réalisme vraiment? Ça a compté. Parce qu'en fait, c'est un roman d'anticipation, mais ultra réaliste. À part la montée des eaux qu'on n'explique pas. Elle tente d'être expliquée par l'instit oui. Qui fait un peu des travaux d'essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment. Mais les hypothèses qui sont pour pas mal de gens dans ce village, c'est un coup des extraterrestres ou enfin bon, on comprend pas, on sait pas pourquoi. Mais par contre, tout le reste est très réaliste en fait. Mais t'imagines pas comme dans certains romans d'anticipation. Des technologies nouvelles ou des êtres venus de l'espace ou des... En fait, c'est très très concret. C'est aussi pour ça peut-être que c'est pas de l'anticipation. Je ne vivrais pas dans une société capitaliste, je n'aurais pas écrit ce livre. Oui. Puisque c'est tout d'un coup ceux qui sont dans la facilité d'accès encore une fois aux choses, aux biens, qui tout d'un coup s'en trouvent privés. Donc comment faire pour pallier le manque? C'est ça c'est pas une anticipation. Après que les mers montent de 800 mètres, c'est vrai que c'est... En une seule nuit? En une seule nuit, c'est dans le monde entier. Mais en fait, ce qui est bien dans la fiction, c'est que ça permet toutes les... Oui, tu as le droit. Tu peux faire tout ce que tu veux. En plus, je ne vous dis pas la fin, mais non. Dans la fin, il y a quand même des choses un peu curieuses aussi. On ne dit pas la fin. Et on ne dit pas non plus tout ce qui se passe dans le roman, parce que sinon... ce serait vous gâcher la lecture. Mais en tout cas, c'est un roman qui est très dans le concret, dans la réalité, et en même temps avec par moments des images très fortes dans certaines scènes, dans certains... tu faisais allusion à la constellation du chien, tu fais allusion à d'autres moments à des films genre Mad Max. C'est l'anti-Mad Max en fait, ce livre, quelque part. Tu parles à un moment d'un western en noir et blanc où des figurants auraient les premiers rôles. Il y a quelques moments où on a des images très fortes qui sont données. Donc ça, pour moi, c'est la puissance de la littérature. Elle est là aussi. C'est vrai. Et en même temps, bon, c'est un gros mot, mais je vais le dire quand même, c'est un roman engagé, puisque tu y mets des idées que tu... Comment? C'est pas un roman? Un gros mot. Ah non, mais c'était une plaisanterie. Quand je disais ça, que c'est pas un gros mot, un roman engagé. Tu peux nous dire un petit peu si c'était ça aussi ton but, c'était de parler de ce qui te tient à cœur finalement, sous forme romanesque? Mais pour être honnête, si tu me permets la formule, au départ c'est un roman qui voulait être réparateur pour moi-même. C'est-à-dire... il fallait que j'écrive quelque chose justement d'anti-dystopique, mais moi-même étant menacé d'atteinte dystopique. Et donc, il y a eu cette volonté, alors c'est peut-être pour ça aussi que c'est un roman trop gentil, qui privilégie peut-être pas les bons sentiments, mais en tout cas, là, une réflexion qui en est plus ou moins parente. Pour ce qui me concerne, ça a marché. Puisque je suis encore là pour en parler, donc ça a plutôt été efficace. Mais
J'ai écrit ce roman tous les jours, pendant 10 mois peut-être. Tous les jours, j'écrivais ce roman, et j'écrivais ce roman comme le narrateur est supposé le faire de son côté. C'est-à-dire que il était à ma place, j'étais à sa place. Et l'écriture était aussi mon écriture. Ce n'était pas simplement déléguer une volonté de réparation à quelqu'un. C'était ma propre volonté d'auto-réparation qui essayait de se diffuser à travers les écrivains ou les gens supposés tels ont besoin quelquefois de trouver un peu des personnages à manipuler. Et donc, je pense que j'aurais pas pu écrire ce roman d'une façon froide, c'est-à-dire en inventant une fiction avec des gens qui faisaient ceci ou ça. Là, c'est beaucoup plus. En fait, c'est vraiment un travail complètement personnel, avec ses velléités un peu innocentes, un peu naïves, effectivement, d'arrangement, de réparation, c'est un mot que j'utilise encore. Mais ça se passe aussi dans un monde qui a besoin d'être réparé. Je pense que en ce sens, c'est pas que je veuille célébrer mes propres écrits, mais c'est un roman qui a sa place exactement dans ce qu'est notre monde, c'est-à-dire le monde où nous sommes, vous le savez tous, s'interroge, enfin, très partiellement, mais en tout cas suscite des interrogations que certains récupèrent et essaient de développer, soit sur le plan politique, soit sur le plan artistique, sur le plan linguistique. Parce qu'on est dans il y a une chose aussi qui importe et qui est dite ici et là dans ce livre, c'est l'abolition du réel dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui ne s'intéresse plus à la réalité, puisque il est possible d'en faire des confettis au sens strict, c'est-à-dire tout le monde a son smartphone, photographie tous les événements de la vie, du plus élémentaire au plus important. Ça va du mariage au fait je sais pas, de détacher une bernicle sur un rocher en bord de mer, on le photographie et on communique ça immédiatement partout dans le monde. Et de ce fait, on ampute le réel. Et je me rappelle, à une époque, je voyageais assez souvent entre Paris et Forcalquier, et les gens regardaient le paysage, ils s'intéressaient à ce qui se passait, ils regardaient, ils voyaient, à la limite, peut-être même avant le TGV, on avait le temps de voir une femme qui accrochait ses draps sur un fil. Bon, maintenant, plus personne ne regarde par la fenêtre. La réalité où va le train n'est pas la réalité. La réalité, elle est engloutie dans le compartiment où chacun est dans sa gestion d'une réalité substituée. Ça me paraît, pour moi, c'est une chose très importante. Et ce que tu dis du réalisme, peut-être, enfin, ce réalisme obligé dans lequel se retrouvent mes personnages, c'est aussi une façon, peut-être, d'inciter à regarder autre chose que les écrans. Et ce bouquin, tu l'as écrit à la main ou sur ton ordi? Sur mon ordi. Parce que les éditeurs ne veulent plus recevoir un manuscrit, sauf des gens très célèbres. Je sais que Philippe Jacotet, par exemple, écrivait à la main, mais il était assez célèbre pour que quelqu'un saisisse ses textes. Et moi, je ne peux pas me demander à dessus de saisir mes textes. En plus, il faut que j'écrive sur Mac. Et pas sur des PC, parce que les éditeurs n'acceptent que les fichiers travaillés sur Mac. Donc je collabore. D'abord, je collabore à la destruction des forêts, puisqu'il y a pas mal de... On me l'a dit souvent, ça. Tu fais des livres sur les plantes, mais en même temps, tu collabores à la destruction des forêts, d'une part. Et puis d'autre part, je soutiens l'exploitation des prisonniers en Chine qui soudent les petits composants électroniques des Macintosh.
en ce sens de ce que tu viens de dire, là, pas juste là, mais juste avant, j'ai l'impression que le roman, il prolonge ton précédent livre, La surexplication du monde, qui se penchait aussi sur toutes ces thématiques-là, mais d'une manière très différente. C'est exact. Et C'est que juste. là, tu en as C'est fait juste. C'est une juste. fiction, mais toujours sur les mêmes, C'est les mêmes thèmes. mêmes C'est les thématiques. mêmes thèmes. Tu as raison. Et alors, tu me proposais de lire un passage, page 172-173. Est-ce que tu veux le lire ou est-ce que tu préfères que moi je le lise? Lis-le, Mario. Mais non, si tu veux le lire, tu peux. C'est à l'âge. Parce que je trouve que c'est un passage. Alors, c'est Pierre qui voulait le lire, mais je trouve qu'il est très bien choisi parce que il est le reflet de plein de choses qu'on a vues là pendant cette discussion. Bon, c'est un passage un peu plus long que ce que tu lis. Oui, mais justement, c'est bien. Alors oui, ça résume un petit peu le propos général. Quand je me suis mis à ce journal, le jour même de la montée des eaux, c'était pour me lancer une bouée, entre parenthèses, tant pis pour l'image. Sur le moment, je l'ignorais, bien sûr. Comme c'était impossible de parler à qui que ce soit, je me suis parlé à moi-même. Il est probable que d'autres, ailleurs, tiennent aussi la chronique des heures et des jours d'après. Alors là, il s'adresse indirectement à cette femme qui vit chez lui. Il s'est décrit une histoire dans l'histoire dès le moment où je t'ai aperçu à la fenêtre des Blaches. Les Blaches Caducée dans les bras. Caducée, cette femme médecin, elle a un chat qui s'appelle Caducée. À notre insu, car on ne se voyait pas, tu étais seulement une personne piégée et moi quelqu'un qui venait te secourir. Dire qu'on ne se voyait pas, on l'a répété plusieurs fois. Ce n'est qu'à moitié vrai, même quand on ne veut pas voir, on voit. C'est surtout qu'on n'était pas concerné par ce qu'on voyait. Peu à peu, on s'est vu. Je n'aurais pas demandé à dormir à côté de moi si je t'avais rebuté pour une raison ou une autre, que j'ai accepté, tiens, des raisons analogues. Les gens se retrouvaient plus seuls que jamais. Des gens au monde n'avaient été seuls. Ceux qui nous étaient proches dans le petit espace sauvegardé ne le compensaient pas. Personne ne pouvait remplacer qui que ce soit. Et en même temps, il fallait se remettre à voir, à reparler, ne fût-ce que pour se donner des limites, retrouver une présence dans le monde grâce à celle des autres, ceux qui n'avaient pas disparu. Je me rappelle, quand tu as été malade, tu m'as dit à peu près « si on ne parle plus, on meurt ». C'est pour ça aussi que j'ai poursuivi ce journal, et qu'il soit passé à deux voix signifie déjà qu'on n'est pas mort. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Posez à Pierre. Est-ce que les gens ne se demandent pas si ça va continuer de monter? Les gens, parce que moi, je serais là, je dirais, alors, bon, là, ça va, mais si ça continue... ils font le pari que ça ne continuera pas de monter. C'est abordé dans le livre. Les gens ont peur que ça continue de monter. Ouais. Pourquoi ça s'arrêterait? Pourquoi ça s'est arrêté là? Oui. Mais comme tu dis, ils font le pari et ils font preuve de confiance dans ce pari, même s'il est complètement pas du tout étayé sur quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils ne savent pas pourquoi c'est monté et donc pourquoi ça s'est arrêté. Mais ils agissent. Moi, c'est ce que je trouve vraiment très positif là-dedans. Ce livre est une méthode Coué à soi tout seul. Mais oui, absolument. Mais t'en es la preuve vivante, justement. Moi, j'en suis la preuve vivante oui. que ça marche, la méthode Coué. Ah oui. D'accord. Alors, je suppose que personne ou très peu d'entre vous ont pu lire le livre puisqu'il sortait aujourd'hui et que donc nous ne pouvions pas le vendre avant la date de parution et que donc vous allez pouvoir le lire maintenant et le découvrir. Alors, je voudrais juste dire un petit mot à propos de quelqu'un qui a compté beaucoup dans l'histoire de mes livres et dans l'histoire de pas mal d'autres livres. C'est Jean-Paul Capitani,
directeur d'Orto Sud, qui s'est tué aujourd'hui en vélo. Hein? En vélo, à 87 ans, il est tombé en vélo et il s'est tué. Voilà. Donc, juste un petit signe comme ça pour rappeler la mémoire d'un homme qui était très engagé dans l'édition et qui a créé une école différente dans la région d'Arles. Et qui a dirigé pendant longtemps la collection, Jacques de Sud, la collection consacrée à la nature, où j'ai publié 3-4 livres. Voilà. Et d'ailleurs, un petit mot sur cette collection où tu publies ce roman, parce que c'est la collection Domaine du possible, qui n'est normalement pas consacrée au roman. Non. C'est le seul, il y en a deux. Il y en a eu un avant le tien, Oui. et ça, c'est le deuxième. Mais normalement, ce sont des essais plutôt sur l'écologie au sens très large. Oui. Et donc voilà, ça fait le lien aussi avec C'est les vrai. précédentes, dans la mesure où c'est une collection habituellement réservée aux essais. Merci beaucoup. Merci. Et vous avez d'autres questions peut-être? Certains? Est-ce que vous abordez la question de pouvoir dans ce petit groupe de personnes qui ont survécu, On va le voir. de pouvoir politique, de pouvoir de décision, Tu me traduis? Est-ce que tu abordes la question du pouvoir, du pouvoir politique Oui. dans ce petit Oui, groupe? il y a la question du pouvoir, elle est évoquée. Elle est évoquée notamment parce qu'il y a celui qui était le maire prévu sur la liste qui a été élu, implicitement, est un peu le délégué. Il parle un peu au nom des autres, mais il y a une réflexion là-dessus. Sûr que... J'ai une question, Pierre. Si on dit que ce roman, tu l'as écrit comme une forme de réparation à toi-même, est-ce que, en poursuivant, tu dirais que ce cataclysme qui arrive à la Terre est une forme de réparation pour elle? Faut que tu me traduises. Tu dis que tu as écrit ce roman comme une forme de réparation pour toi. Est-ce que tu dirais aussi que le cataclysme est une forme de réparation pour la Terre? C'est une question vache. Je ne suis pas du tout collapsologue. Je n'ai pas du tout envie qu'il y ait un tri entre les humains. Et donc le pari de ce livre n'est pas un pari que je souhaite voir d'aucune manière se réaliser. On est dans une catastrophe de toute façon. La catastrophe, elle est déjà commencée. Donc la réaction de ce qu'on appelle des gens qu'on appelle les décideurs est quelque peu consternante, comme tu sais. La seule chose que je peux dire, c'est que je préfère la confiance à la suspicion. Et puis en plus la confiance pour la confiance. Je reprends des trucs que j'ai dit dans un autre livre. La confiance, c'est pas la confiance en quelqu'un ni en quelque chose. C'est la confiance pour elle-même. C'est-à-dire une dynamique qui fait que on pense que on est capable de toute manière d'améliorer les choses, de faire en sorte que le monde évolue, j'allais dire vers le bien, même si le bien est un mot injurieux maintenant. On ne peut plus parler de bien, ni de joie. Ce sont des mots qui sonnent comme des injures. Et donc, encore une fois, je revendique le côté nunuche de ce bouquin. Pourquoi le mot joie? Pourquoi ce mot joie et l'autre que tu as mentionné? Pourquoi ce mot? Pour le mot joie, pourquoi ce mot joie? Une injure. Est-elle une injure? Est-il une injure? Je ne sais pas si les humains en sont les seuls capables. Je ne sais pas si la joie existe chez les singes, mais la guerre existe chez les singes. Les chimpanzés se font la guerre. Les gentils chimpanzés, certains moments, quand leur territoire de cueillette est menacé, ils partent à 10-15 et ils vont démolir des chimpanzés d'une autre tribu. Mais la joie, c'est aussi d'une certaine façon l'adhésion à un monde simple, c'est-à-dire un monde qui n'a pas besoin de traduction,
qui propose quelque chose, j'allais dire à l'esprit, encore un mot qui n'est pas, qui est malsonnant d'utiliser. Forme de rencontre avec l'essentiel. Je ne parle pas du tout comme quelqu'un de spirituel, de spiritualiste, pardon. Spirituel, c'est d'autres choses. Mais s'il n'y a pas de joie, de toute façon, à quoi sert l'effort? Comme une dynamique. Je pense que les gens qui mettaient un bouquet de fleurs au sommet d'une charpente, ils avaient de la joie. C'est cette joie-là dont je parle. Merci. Eh bien, merci Pierre. On vous invite à prendre un petit apéritif que Pierre et ses amis ont préparé pour nous. Bio et local. Bio et local. Et puis, on vous offre un verre à boire et on va laisser Pierre dédicacer les livres que vous souhaiterez lui faire dédicacer. On va réinstaller un petit peu les lieux, si vous voulez bien.